la une ce soir. I found an Airbnb apartment, very well connected with metro. There were many. Location à court terme interdite pendant la F1, mais la règle facile à contourner. De l'hébergement illégal, c'est une belle période pendant la F1 pour en faire. Donc, on est au courant qu'il va en avoir. Notre équipe est sur le terrain. Nouvelle plainte, concert annulé. La pression augmente sur Patrick Bruel. L'affaire a pris une toute autre dimension depuis que Flavie Flament accuse à son tour Patrick Bruel de viol. Pauline Marois à la tête d'une coalition pour un sommet national sur l'itinérance. Assoyons tous les intervenants ensemble, pas seulement pour parler, mais surtout pour agir. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, le Grand Prix de F1 de Montréal se tient en fin de semaine. C'est presque un mois plus tôt qu'à l'habitude. Ça donne donc le coup d'envoi d'une saison devancée. Mais la question, y a-t-il assez de place pour accueillir tout le monde alors que les locations de courte durée type Airbnb sont interdites? Reportage de Marie-Claude Paradis-Desfossés et Lila Mouche. D'ici 48 heures, le centre-ville de Montréal sera bondé pour le Grand Prix de Formule 1. Selon Tourisme Montréal, on attend environ 350 000 visiteurs et peut-être même plus de touristes encore parce que cette année, l'événement est devancé de quelques semaines. D'habitude, ça se tient à la mi-juin. C'est le week-end le plus achalandé. Premièrement, les billets sont tous vendus. Donc, on parle quand même d'à peu près 350 000 billets qui ont été vendus. Donc, des personnes qui vont être sur le site. Il y a quand même un engouement certain, non seulement des Montréalais qui vont sortir, mais aussi des Ontariens, aussi des Québécois qui vont venir goûter non seulement au Grand Prix, au centre-ville, mais aussi l'effervescence montréalaise des séries. L'organisme estime qu'il faudra loger entre 175 000 et 200 000 visiteurs pendant le Grand Prix pour une durée de 4 à 5 jours. Une manne pour les hôteliers. On va connaître des sommets assez intéressants, 93 de taux d'hébergement pendant le week-end. Avec le changement de date, je pense que ça fait en sorte que les gens ont réservé un peu plus à la dernière minute, mais ça ne veut pas dire que ça a fait un gros changement. Nous, on était prêts, on le savait. Aussi, avec les matchs de hockey, ça a fait une grosse différence parce que c'était des réservations hyper dernière minute, ce qui a fait en sorte qu'on a eu beaucoup de volume. Et là, on s'attend, on est complet. En principe, à Montréal, la location de logements de type Airbnb n'est permise que du 10 juin au 10 septembre. Donc, trop tard pour l'événement. C'est un règlement qui est drastique, qui nuit aussi aux Montréalais, Montréalaises qui utilisent la plateforme pour générer des sous, pour faire face à la hausse du coût de la vie et qui nuit aussi à la capacité de la ville d'accueillir des événements internationaux comme la F1, en fin de semaine, je crois, en fin de semaine prochaine, et le Tour cycliste international à la fin de septembre. Deux événements qui tombent à l'extérieur des zones, des moments où Airbnb, la location à court terme, est permise. Et je dis en principe parce qu'on a questionné des touristes. We are tourists, yes. Where are you from? Germany. Was it hard to find a place? No, well, we found an Airbnb apartment, very well connected with metro. But you know it's illegal right now. Oh, I don't know, there were many. On a aussi fait le test et l'offre est là malgré l'interdiction. Comment vous allez réagir face à tout ça en fin de semaine? Pour nous, en fait, c'est du quotidien. Donc, de l'hébergement illégal, c'est une belle période pendant la F1 pour en faire. Donc, on est au courant qu'il va en avoir. Il n'y a pas de tolérance qui va être tolérée au niveau de la Ville de Montréal. Notre équipe est sur le terrain et va intervenir. Le tourisme à Montréal, c'est pas vrai que c'est seulement du 10 juin au 10 septembre annuellement. Les gens veulent venir voir les festivals d'hiver. Les gens veulent venir voir les couleurs en automne. Ce règlement-là doit être enlevé le plus rapidement possible. Est-ce que l'administration Martinez-Ferrada est prête à revoir son règlement municipal et à l'assouplir pour répondre à la demande des touristes, sachant que le Grand Prix de Montréal va se tenir en mai au moins jusqu'en 2035? À Montréal, Marc-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. La justice américaine a accusé aujourd'hui l'ancien président cubain Raúl Castro. C'est en lien avec la destruction de 2 avions américains dans les années 90. C'est rien pour apaiser la relation États-Unis-Cuba. Sabrina, donc, cette inculpation survient plus de 30 ans après les faits. Oui, c'est en 1996 exactement, Marie-Christine. Et donc, aujourd'hui, on a Raúl Castro, âgé de 94 ans, qui fait face à des accusations de complot pour avoir tué des Américains, lui et d'autres personnes également. Alors, c'est le secrétaire à la justice qui en a fait
fait l'annonce aujourd'hui lors d'un point de presse qui a eu lieu du côté de Miami. Mais là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, en fait, d'avion? Comme on voit à l'écran, je le disais, 1996, exactement le 24 février, il y a 2 avions civils qui se trouvaient entre Miami et Cuba. On est donc en zone internationale et ils ont été abattus par l'armée de l'air cubaine. Il y avait 4 personnes à bord, dont 3 qui avaient la nationalité américaine. Les 4 personnes sont décédées et on n'a jamais retrouvé leur corps. Et dans le fond, les États-Unis, ce qu'ils reprochent à Raúl Castro, c'est d'avoir été responsable de cette opération qui a mené à la mort d'Américains. Il faut le dire, à l'époque, Raúl Castro était le ministre de la Défense. Donc, ces accusations aussi surviennent aujourd'hui alors que le secrétaire d'État américain a dit aujourd'hui dans une vidéo en espagnol, donc Marco Rubio, qui a accusé les dirigeants cubains de communisme, de vol, de corruption et de répression. My message today is clear. The United States and President Trump does not and will not forget its citizens. This was I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba, that want to go back to Cuba, people that want to see their family in Cuba. I think it's a very big day, very important day. Bon, là, maintenant, les opinions sont partagées relativement à l'inculpation de Raúl Castro. Vous allez voir, à Cuba, c'est tout autre chose que, par exemple, des Cubains en exil, notamment à Miami. On va aller en écouter. Bueno, me parece bien y muy justa. Las estamos esperando todos los cubanos durante más de 60 años. Puis Sabrina, il faut parler évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient parce que l'Iran examine une nouvelle proposition américaine. Oui, voilà. Et il y a le président iranien qui a affirmé aujourd'hui que toutes les options, en fait, étaient toujours ouvertes. Et d'ailleurs, un petit peu plus tôt aujourd'hui, Donald Trump a dit que, bon, les négociations en sont à leur phase finale, mais tout de même, il a dit, nous pourrions quand même continuer d'attaquer Téhéran si jamais il n'y a pas d'accord qui est réalisé rapidement. On le sait, c'est pas la première fois que Donald Trump menace, en fait, d'attaquer l'Iran si jamais il n'y a pas un accord. Alors, bien sûr que les tensions restent vives entre Téhéran et Washington. Donc, l'Iran qui examine cette nouvelle proposition américaine, mais qui dit qu'elle a quand même une grande méfiance envers les États-Unis parce que tout de même, c'est pas la première proposition qui est réalisée. Donc, reste à voir si ce sera accepté, cette proposition. Merci beaucoup, ma chère Sabrina. Ça fait plaisir. Maintenant, tous les agents correctionnels des prisons provinciales, dont Bordeaux, à Montréal, refusent d'entrer au travail depuis 6 heures ce matin. Donc, ça veut dire que les détenus sont donc confinés dans leurs cellules. Les transferts pour les comparutions dans les palais de justice sont aussi suspendus et d'anciens employés ont été appelés en urgence. Les agents n'ont pas le droit de grève selon la loi sur la fonction publique. Québec s'est donc adressé au tribunal administratif du travail à ce sujet ce matin. La convention collective est échue depuis mars 2023. Le président Trump vient de remporter une forme de pari. Son candidat a remporté l'investiture républicaine pour les primaires du 4e district du Kentucky face au candidat rebelle Thomas Massie. Cette campagne-là a été vue comme un véritable test de l'emprise du président sur sa formation politique. Pour en parler, je retrouve aux États-Unis mon collègue Yves Boisvert. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors donc, les résultats de cette primaire-là viennent prouver en quelque sorte sa capacité à écarter les élus qu'il juge déloyaux. Parle-moi un peu des protagonistes dans cette affaire. Bien, Thomas Massie, tu l'as dit, c'est le représentant de ce district-là. Hein. Il y a 6 districts au Kentucky, donc c'est un peu l'équivalent de nos députés. Et lui, il est là depuis 14 ans. Et il est assez populaire dans sa région. Maintenant, il a eu le malheur de réclamer la publication du dossier Epstein. Ensuite, il a voté parfois contre des mesures budgétaires de Trump. Il s'est prononcé contre la guerre en Iran. Et puis contre la salle de bal que Donald Trump veut construire. Alors, Donald Trump l'a pris en grippe. Et quand Donald Trump prend quelqu'un en grippe, il met toute la gomme. Et dans ce cas-là, Marie-Christine, je te rappelle que c'est une primaire. Alors, c'est quoi une primaire? C'est une élection entre gens du même parti pour savoir qui va être le candidat à l'élection de mi-mandat au mois de novembre. Et il y a une somme de 32 millions de dollars qui a été accumulée pour son adversaire, le candidat que Trump lui a opposé.
Et écoute, je suis ici seulement depuis 2 jours. Tu ouvrais la télévision, tu pouvais écouter du baseball, tu pouvais écouter les nouvelles. Tu avais immanquablement des publicités de ce candidat, le Ed Gallagher, qu'on voit en ce moment. Ouais. Alors, donc, ça prouve que si vous n'êtes pas dans les bonnes grâces de Donald Trump, dans ce parti-là, vous n'avez pas de place, vous allez vous faire laminer et il a le contrôle total du Parti républicain. Oui, j'entendais des réactions. Aujourd'hui, on disait c'est plus le Parti républicain, c'est rendu le parti de Trump. Qu'est-ce que ça nous indique, Yves, sur les élections de mi-mandat pour novembre prochain? Bien, ça n'indique pas grand-chose, en fait, à ce sujet-là, parce que, oui, il contrôle son parti, mais les élections de mi-mandat, c'est une sorte de référendum sur le président Trump. Et en ce moment, il est au plus bas. Alors, ça fait peut-être un peu l'affaire des démocrates de dire, écoutez, il n'y a même pas de place pour quelqu'un qui critique légèrement, parce que je te signale que Massey, même s'il a agacé Trump, il a voté 78% des cas pour son parti. Alors, la vraie bataille, elle va être contre les démocrates et en fait, elle va être pour aller chercher ce fameux bloc de ceux qui sont au milieu, les indépendants, pour savoir s'ils vont se ranger avec le parti de Trump ou avec son opposition. Et en ce moment, il y a beaucoup d'énergie contre Trump. Alors, ça rend le Parti républicain encore plus le symbole de Donald Trump. Ça fait peut-être l'affaire des démocrates. Yves, sur la route, merci beaucoup. À bientôt. Les ingénieurs du gouvernement du Québec sont en grève aujourd'hui. Ils étaient une trentaine à manifester devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet, à Trois-Rivières. Ils veulent une augmentation salariale qui est supérieure aux 17,5 % sur 5 ans obtenus pour l'ensemble des fonctionnaires. Les moyens de pression pourraient s'intensifier dans les prochaines semaines, selon le syndicat. Maintenant, le temps s'est arrêté il y a 2 semaines pour les parents des 2 enfants happés par un chauffeur à Beauport. Il s'appelle Daniel Robitaille. Il a été accusé de conduite dangereuse causant des lésions. Mais bonne nouvelle, l'un des garçons est de retour à la maison et son petit frère est maintenant sorti du coma. Les parents se sont confiés à Jean-Simon Buis. C'est les policiers qui sont venus me chercher à la maison pour m'informer que mes garçons avaient été impliqués dans un accident avec un véhicule. Ils m'ont proposé de m'amener à l'hôpital, puis je pense que c'est au moment où ils vous donnent les consignes de mettez vos chaussures, prenez votre bourse, embarquez dans le véhicule, on va vous mener à l'hôpital. C'est là qu'on se rend compte que c'est plus qu'un poignet cassé. Ils ont été gravement blessés. Oui. Jacob vient de sortir du coma. Oui. Vous avez dû craindre le pire, la chose que les parents n'osent pas imaginer. Effectivement. Je pensais jamais être autant heureuse de voir les yeux clignés de mon fils. On peut maintenant dire que Jacob il est hors de danger. Là, ce qui nous reste à savoir, c'est qu'il est en phase de réveil, sevrage de médication qui l'a maintenu dans le coma pendant presque 2 semaines. Donc, on doit attendre ça pour, après ça, qu'il y ait des évaluations. Parce que les médecins ont été clairs, il va avoir des séquelles. On doit attendre pour le savoir. Là. Cette attente-là, je n'ai pas besoin de me dire, elle est horrible. Il y a quelque chose de beau, par exemple, qui est né de ça, c'est la réponse de la communauté. La page GoFundMe, des dizaines de milliers de dollars amassés. Qu'est-ce que vous ressentez à l'endroit des gens qui ont eu le goût de vous prendre dans leurs bras un peu, là, symboliquement? Ce soutien-là est très précieux pour nous. Dans ces situations-là, on y va heure par heure, jour par jour. On remercie tous les gens, mais pas juste les gens du GoFundMe. Moi, je veux remercier les gens du SPVQ, les enquêteurs qui ont été des gens humains, formidables. Les gens qui travaillent au CHUL, tout le personnel infirmier médical, c'est des gens hyper humains qui prennent autant soin des parents que du patient. Dans cette affaire-là, il y a un acte criminel possible. Il y a un individu présentement qui fait face à la justice. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Est-ce que vous ressentez quelque chose par rapport à cet individu-là? J'ai pas d'énergie à mettre dans la colère présentement. Mon énergie est appliquée pour le soin de mes enfants, le soin de ma famille. Je peux pas être en colère présentement. J'ai parlé tantôt du SPVQ, des enquêteurs. La première chose que l'enquêteur nous a conseillé au CHUL, c'est de se couper des réseaux sociaux, de se couper des médias,
C'était un des meilleurs conseils qu'il nous a fait. On a comme passé un marché que lui nous est au courant. Je ne pourrais pas vous dire le nom de la personne impliquée dans l'accident, puis je ne veux pas le savoir. Allez-vous... Est-ce que vous avez le goût de leur dire quelque chose? Est-ce que vous avez le goût de les... On est fiers d'eux, de leur courage, de leur force. Merci à la vie malgré tout. Oui. Merci beaucoup. Les propriétaires d'immeubles à logement auront accès à une subvention pour rembourser la moitié du prix d'une thermopompe. Québec veut, avec cette mesure-là, permettre aux locataires d'économiser jusqu'à 20 de leur facture d'électricité. Mais les comités de locataires craignent des hausses de loyer. Lily Mercure. Alors, j'annonce aujourd'hui des investissements de près de 350 millions pour rendre les thermopompes plus accessibles pour les propriétaires d'immeubles à logement. Cette nouvelle mesure va permettre de rembourser 55 de l'installation de la thermopompe pour le propriétaire. Les locataires qui paient l'électricité pourraient économiser jusqu'à 20 sur les coûts annuels, soit près de 250 $. Et donc, avec cette mesure-là, on veut encourager les propriétaires à investir davantage pour augmenter la performance énergétique de leurs immeubles. Cette subvention est la continuation du programme Logivert. L'année passée, Hydro-Québec a soutenu financièrement l'installation de 170 000 thermopompes. La thermopompe peut être jusqu'à 3 fois plus efficace que des plaintes électriques pour le chauffage en hiver. Mais des critiques subsistent quant au suivi de l'installation des thermopompes. C'est pas structurant parce qu'on ne valide pas la qualité de l'installation. Donc, à la fin, on va avoir donné une subvention et c'est pas certain que les résidents vont bénéficier autant qu'on pense des économies d'énergie. Que si Hydro-Québec avait un programme où on validait, donc on va mesurer dans 1 an, 2 ans, 3 ans la demande en électricité, c'est une façon simple de valider l'installation. Il y a des thermopompes qui sont aux normes et qui sont pas aussi bonnes, mais on fait pas ça. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec accueille favorablement cette mesure. À partir du moment où financièrement ça devient accessible, on retrouve ensuite là, un immeuble qui est modernisé, des logements aussi qui vont être plus attractifs, donc plus faciles à louer s'ils sont équipés là, de cette façon-là. Mais les associations de locataires et comités de logement s'inquiètent que le prix de l'installation des thermopompes soit refilé aux locataires à travers des hausses de loyer. Ce que la proposition ne dit pas, c'est que lorsque on subventionne un propriétaire, normalement, il ne peut pas mettre sur les hausses de loyer cette partie de subvention-là. Mais il n'y a pas d'encadrement réel au Québec là, des hausses de loyer. Donc, lorsqu'il y aura un avis d'augmentation, le locataire ne sera pas en mesure de savoir est-ce que le propriétaire a mis une partie ou la totalité de la facture, est-ce que la subvention a été retirée. Le propriétaire ne peut pas utiliser la subvention pour justifier la hausse de loyer. C'est quand même réglementé, là. Donc, il ne pourra pas dire « j'ai acheté tant de thermopompes pour l'immeuble » puis le justifier dans la hausse de loyer. Il ne peut pas faire ça. Plus de 120 000 ménages au Québec pourraient bénéficier de cette mesure et ainsi économiser sur leur facture d'électricité. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. C'est Frédéric ce soir qui nous parle depuis la Mauricie. Marc-Antoine est en Estrie, mais je commence avec toi. Louis-Mathieu au Saguenay. Des circonstances quand même particulières entourant un acquittement pour conduite avec les facultés affaiblies. Oui, c'est en lien avec une arrestation qui s'est déroulée le 23 juillet 2022. L'individu âgé de 24 ans au moment des faits avait bel et bien dépassé bel et bien le taux d'alcool permis dans le sang lorsqu'on conduit. Mais c'est en ce qui a trait de la procédure et du motif derrière l'arrestation où est-ce que ça a bloqué. Le juge a en fait entièrement rejeté la preuve des policiers puisque ceux-ci auraient profilé la personne au volant, notamment en lien avec son âge puisque celui-ci semblait beaucoup plus jeune. Par rapport à celui qui était censé être le propriétaire du véhicule. On peut entendre l'avocat de la défense sur le dossier. Les policiers, sous prétexte que le véhicule est immatriculé au nom d'un individu qui aurait 57 ans selon les informations qu'ils ont, et considérant que c'est un conducteur qui a manifestement pas 57 ans, décident de l'interpeller pour vérifier si le véhicule n'est pas volé, si le véhicule est immatriculé. Bref, pour une raison ou une autre. C'est manifestement, de notre point de vue, et le juge nous a donné raison, une arrestation, une détention plutôt qui est arbitraire. De cette manière, la détention a donc été considérée illégale. Merci beaucoup, Marc-Antoine.
Marc-Antoine. Louis-Mathieu, je voulais dire. Oui. Et là, je vais à Marc-Antoine. Marc-Antoine à Sherbrooke, les cyclistes du Tour du Silence qui s'apprêtent à prendre le départ. Oui, comme tu peux voir derrière moi, Marie-Christine, les cyclistes sont sur le point de décoller. C'est vers 18 h, donc dans un peu plus d'une demi-heure. L'organisation attend plus de 250 participants. C'est une randonnée donc à vélo, mais en silence, à 10 km à l'heure maximum. C'est la 23e année que Sherbrooke participe au Tour du Silence en mémoire des cyclistes victimes d'accidents de la route. Et depuis quelques années, bien, on constate une augmentation du nombre d'accidents à vélo. Selon le service de police de Sherbrooke, en 2024, il y a eu 27 accidents à vélo, dont 2 blessés gravement. Et selon l'organisation, ce genre d'événement est encore plus important aujourd'hui pour, oui, souligner les victimes, mais également sensibiliser la population. Il faut rappeler à tout le monde de respecter le code de la sécurité routière. Alors, les arrêts obligatoires, les feux rouges et signaler ses intentions. Ça, c'est bon pour les cyclistes, les automobilistes puis les piétons. Il n'y a pas de respect entre entre la voiture elle-même et le cycliste. J'ai rentré dans le char de police en vélo. J'ai fait une course en vélo, puis j'ai pas fait mon stop. J'ai rentré dedans. Avez-vous un conseil pour la population? Faire des stops. Il n'y a pas seulement Sherbrooke, mais plus de 19 municipalités qui participent au Tour du Silence. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Beaucoup de vent ce soir, décidément. Frédéric, il y a le Centre de recherche d'innovation sur la Canneberge qui a un nouveau laboratoire. Ce laboratoire de biologie moléculaire situé à Notre-Dame-des-Lourdes au centre du Québec va permettre aux producteurs de canneberge d'avoir accès plus rapidement, notamment à des analyses de plants infectés. Il faut savoir que depuis 2024, la maladie de la fausse fleur s'attaque aux plantations de canneberge. Une fois que le plant est infecté, eh bien, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi il faut agir rapidement pour sauver le reste de la plantation. Ce laboratoire est situé au centre du Québec, la région qui produit 78 % des canneberges de la province. C'est aussi un laboratoire qui est financé à 100 % par le privé, notamment par des producteurs de canneberges. Ça montre que les producteurs de canneberges sont capables de se prendre en main pour faire face à des menaces qui s'en viennent. Donc, il y a des insectes, des maladies qui migrent vers le nord. Quand je vois une initiative comme la vôtre qui part vraiment de la base, oui, l'État, il faut qu'on soit là pour vous supporter, mais il n'y a pas plus utile, il n'y a pas plus efficace que les gens du terrain décident de travailler ensemble. Marie-Christine, je me permets de te parler d'un autre événement qui a eu lieu aujourd'hui dans la région et tu vas voir, les images sont assez impressionnantes. Eh bien, il y a un orignal qui est entré dans la maison d'un homme de Trois-Rivières ce matin et on peut le voir sur les images. L'animal s'est même permis de se coucher sur le divan, de déplacer quelques meubles. L'occupant de la maison se trouvait à l'étage à l'arrivée de l'orignal. Il y a quand même quelqu'un qui a filmé. Bon sang-froid de la personne qui a filmé. Oui. Il est descendu, en fait, pour aller prendre quelques images. Personne n'a été blessé, heureusement. Merci beaucoup. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Défendre les droits des locataires, une tâche complexe pour les avocats débordés au tribunal administratif du logement. L'effet fréchette se fait sentir dans un récent sondage analyse de Victor Henriquez. Et après une journée de repos, les Canadiens étaient de retour à l'entraînement, mais sans Martin Saint-Louis. Mais d'abord, l'annulation des concerts de Patrick Bruel au Capitole de Québec, ça a des échos jusqu'en France, où la pression s'accentue sur le chanteur à 1 mois du début de sa prochaine tournée. Il y a des maires de plusieurs villes en France où il doit se produire qui demandent aux chanteurs de renoncer à ces spectacles. J'en ai discuté un peu plus tôt avec la journaliste Cécile Olivier, grand reporter pour le magazine Elle France. Madame Olivier, bonsoir. Bonsoir. D'abord, dans un premier temps, parlez-moi de ces voix qui s'additionnent pour inviter le chanteur à déprogrammer ses concerts. Alors, il faut savoir qu'en France, l'affaire a pris une toute autre dimension depuis que Flavie Flament, qui est une animatrice extrêmement populaire en France,
a pris la parole et accuse à son tour Patrick Bruel de viol et elle a déposé plainte contre lui. Et depuis, ça a pris une toute autre dimension. Il y avait déjà beaucoup de voix, notamment d'associations, des féministes, qui l'appelaient à annuler ces concerts. Et là, maintenant, c'est le monde politique qui commence à s'en mêler. La porte-parole du gouvernement français déjà a appelé les victimes à se manifester. Il y a aussi le maire de Paris qui lui a suggéré à Emmanuel Grégoire de mettre sa carrière entre parenthèses, parce que vous savez que d'ici un mois, Patrick Bruel doit entamer une tournée de concerts. Le maire de Marseille aussi l'a appelé à ne pas venir se produire à Marseille, et puis également le maire de Brest, de Nancy. Et ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a elle dit que, à titre personnel, elle n'irait pas voir les concerts de Patrick Bruel par solidarité, par respect envers les victimes. Mais dites-moi, le fait que des concerts soient annulés ici au Québec, est-ce que ça a un impact en France? Alors déjà, on en parle beaucoup. Tous les médias en parlent ce soir de ces annulations de concerts. C'est accueilli de façon partagée. Il y a quand même beaucoup d'associations, beaucoup de gens, beaucoup de féministes qui disent bravo le Québec de mettre en avant le respect de la parole des victimes et la parole des victimes. Mais il y a aussi quand même des voix qui s'élèvent pour dire qu'on ne respecte pas la présomption d'innocence, que pour l'instant, Patrick Bruel, il se défend, il est présumé innocent. Et il y en a même qui disent que voilà, le Canada, culture anglo-saxonne, comme les Américains, c'est la cancel culture. Bon, il faut savoir que Patrick Bruel est extrêmement populaire en France. Il y a même eu à une époque, il y a longtemps, la Bruelmania, donc il a encore beaucoup de soutien. Ben, on va suivre ça de très près. Cécile Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. La saison des déménagements approche et le nombre de dossiers explose au tribunal administratif du logement. Il y a bien des locataires qui ont de la difficulté à se défendre contre leurs propriétaires. Il y a un cabinet d'avocats qui tente de leur donner un peu plus de pouvoir juridique et Axel Dansereau-Macias les a accompagnés pendant une journée. C'est la saison des déménagements et des cessions de bail. Ça veut dire que c'est un moment chargé pour les propriétaires, les locataires, mais aussi les avocats. Donc aujourd'hui, je vous amène dans le quotidien d'un cabinet d'avocats spécialisé en défense des droits des locataires. Chaque journée est différente. Puis aussi, les litiges se complexifient de plus en plus. Donc, les questions juridiques sont de plus en plus complexes. Donc, on va quand même plaider des droits fondamentaux, de la Charte des droits et libertés de la personne. On a énormément de demandes de services. On est surchargé. Malheureusement, on doit en refuser énormément chaque jour parce que notre capacité physique et mentale ne nous permet pas de les accepter. Pour l'année 2024-2025, il y a eu 93 788 demandes introduites au total. Et selon son dernier rapport, environ 75 des demandes viennent des locataires ou propriétaires. Et ça crée un déséquilibre important du pouvoir selon la clinique. Défenseur, bonjour. Évidemment, des fois, c'est triste, mais on ne peut pas les aider pour le genre de dossiers qui nous amènent. Et des fois, j'avais des gens assez agressifs. Donc, on a pris cette caméra-là qui, en fait, il y a l'option de parler. Oui, Maître Brown parlait aussi de propriétaires qui viennent ici, des fois. En fait, lorsqu'on envoie soit une mise en demeure ou une procédure, il y a notre adresse dessus, évidemment. Et certains peuvent se déplacer ici et être un peu moins gentils que certaines personnes. On s'en va au tribunal du logement pour un dossier de reprise de mauvaise foi. Donc, l'audience est prévue pour tout l'après-midi pour 3 heures d'audience. Un dossier peut s'étaler sur plusieurs années. Est-ce que tu sais quelles questions tu vas lui poser? Oui. Tout est prêt. Le but, c'est de... Est-ce que c'est un peu de coincer la personne ou... Le contre-rogatoire, oui, ça sert à... Bien, c'est toujours un dossier, c'est toujours la recherche de la vérité. En fait, il ne faut pas poser des questions pour lesquelles on ne connaît pas la réponse. Okay. C'est ça, dans le goût du contre-rogatoire. Bon, je ne peux pas filmer pendant l'audience, mais c'est plusieurs heures intenses où l'avocate questionne la propriétaire. En résumé, elle essaye de prouver que ses clientes ont été évincées pour augmenter leur loyer qui a presque triplé.
C'est sûr que c'est des dossiers... les dossiers en logement sont toujours chargés en émotion, tant du côté locataire que du côté propriétaire. En tout cas, moi, je le constate, là, effectivement. Défends-toi, ça reste une clinique avec seulement 2 avocats. Ça veut dire des centaines de cas qui sont refusés à chaque mois. Et ça, c'est juste pour les personnes qui se rendent jusqu'au tribunal, parce que généralement, ça demande beaucoup d'énergie et du temps, parfois sur plusieurs années. À Montréal, Axel Danse-Macias pour Nouveau Info. La crise de l'itinérance, c'est un enjeu qui ne cesse de prendre de l'ampleur. On parle d'une augmentation quand même de plus de 20 depuis 2022. Une trentaine de personnalités publiques demandent au gouvernement aujourd'hui de mettre en place un grand sommet national sur l'itinérance. Et celle qui mène cette coalition, c'est l'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, que j'ai reçue un peu plus tôt. Madame Marois, bonsoir. Bonsoir. Alors, la crise de l'itinérance, on le sait, ça frappe de plus en plus fort, de plus en plus de gens aussi. D'abord, qu'est-ce que vous demandez précisément et concrètement au gouvernement? Très concrètement, ce qu'on demande, c'est de réunir tous ceux et celles qui agissent sur le front de l'itinérance, que ce soit les villes, que ce soit les organismes communautaires, les personnes qui travaillent en santé, dans les services sociaux, dans les services de justice. Et ce qu'on demande, c'est que tout ce monde-là se réunissent et surtout pour établir des plans d'action concrets et coordonnés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour l'itinérance. Et heureusement, parce que ce serait encore pire que c'est tellement triste de voir ce qui se passe. Or, ce que je propose, et ce que le groupe qui m'appuie et qui appuie la démarche propose, c'est de dire, assoyons tous les intervenants ensemble, pas seulement pour parler, mais surtout pour agir, pour concrétiser et pour coordonner nos actions. Actuellement, souvent, il va y avoir un blocage au gouvernement. Il va y avoir une mésentente entre une ville et certaines organisations. Les services vont pas suivre. Alors, la meilleure façon de contrer l'itinérance, c'est qu'on travaille ensemble dans la même direction. Qu'on prenne le temps d'établir des plans d'action concrets. Mais pourquoi, Mme Marois, on en est rendu à ce point-là au Québec? C'est pas seulement Montréal qui est touché par l'itinérance. Les régions aussi. Donc, c'est vraiment une problématique provinciale, là. Absolument. C'est tout le Québec qui, malheureusement, qui vit cette situation-là. La région de l'Abitibi-Témiscamingue, d'ailleurs, l'un des plus hauts taux de progression de l'itinérance, la Côte-Nord, l'Outaouais. C'est pour ça qu'il faut faire une véritable corvée nationale. Comment l'expliquer? Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu la COVID, ne l'oublions pas. Ça a accéléré un peu le phénomène. Puis, à un moment donné, d'une chose à l'autre, on a investi, on a pris des décisions. Et la crise du logement, qui est, elle, liée vraiment à l'inflation, à la hausse des coûts et à tout ce qui entoure, évidemment, l'accessibilité au logement. Alors, tout ça a accentué le phénomène et se sont ajoutés les problèmes de santé mentale, les problèmes de santé physique, la pauvreté, le désespoir de certaines personnes qui se retrouvent sans logis du jour au lendemain. Alors, malheureusement, la situation s'est détériorée sans qu'on voit apparaître le tsunami. Et actuellement, je crois que c'est terrible ce que l'on vit. C'est terrible surtout pour les personnes qui sont dans la rue et qui n'ont pas de toit et qui vivent des situations complètement inadmissibles. Moi, ça me brise le cœur chaque fois que je les vois, parce que souvent, je vais me promener dans les rues de Montréal et puis j'aurais le goût de les prendre dans mes bras, de me dire non, on peut pas, comme société, accepter un tel désastre. Madame Marois, on va souhaiter que votre demande soit entendue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Salut Victor. Bonsoir Marie-Christine. Est-ce moi où on voit davantage Mme Marois sur la place publique dernièrement? C'est vrai qu'on va donner plus d'entrevues. Mme Marois a toujours été très engagée dans l'espace public, mais elle est un peu plus présente. Et d'ailleurs, elle a été aussi présente auprès de Paul Saint-Pierre Plamondon à plusieurs reprises. Donc, est-ce que l'approche d'une élection pourrait amener les gens à être plus actifs, peut-être? Dis-moi, Victor, justement, parlant de l'élection, nouveau coup de sonde aujourd'hui qui suggère un effet Christine Fréchette. Est-ce qu'on est en train de voir se redessiner
une course à 3. C'est clair que les Québécois montrent une appréciation envers le début de mandat de Mme Fréchette. Et ce qu'on peut voir, c'est que la stratégie qu'elle a eue jusqu'à maintenant, très posée, très calme, avec des événements communicatifs très intéressants, est allée à Washington, à Ottawa, à Paris. Tout ça a un effet dans l'électorat. Maintenant, on est encore très loin de la coupe aux lèvres, mais oui, du côté de la CAQ, on peut aspirer à garder un certain nombre de députés. Parce qu'on augmente quand même, le 22 on est allé très, très bas. C'était quoi, 13-14 à un moment donné? On était à 13 on est rendu à 22 on a monté de 5 points. Et là, on se rapproche dans la zone payante, comme on le dit. Ce qui est particulier, c'est qu'on verra de quelle façon le vote va se diviser au Québec. Parce que plus la CAQ va monter, plus il faudra voir quel vote est-ce qu'elle va chercher. Maintenant, il y a un élément extrêmement fort, c'est que Mme Fréchette aussi a fait baisser énormément le taux d'insatisfaction auprès du gouvernement. Elle est très populaire chez les femmes, puis pas seulement sur le fait qu'elle est une femme, mais c'est son style de gestion qui semble plaire aux femmes. Il y a quand même 47 des Québécois qui se disent satisfaits de son travail quand même en tant que première ministre. Comment on explique ça? Ça, c'est impressionnant parce que le taux d'insatisfaction envers le gouvernement a baissé de 33 Marie-Christine. Alors, ce qu'on voit vraiment, c'est que Mme Fréchette amène un certain calme dans sa gestion. Elle est plus claire dans ses messages et on comprend que l'usure du pouvoir était surtout c'était surtout ce qui affectait François Legault. Donc, les gens étaient un peu fatigués d'entendre le même porte-parole. Ici, ont plus d'ouverture face à un nouveau discours de Mme Fréchette et aime, comme tu le disais, le ton plus calme, un ton convivial, un ton de collaboration qui lui sert bien. Les élections approchent quand même. Octobre, ça arrive vite. Évidemment, il y a la période estivale. Est-ce que tu penses que Mme Fréchette va avoir suffisamment de temps pour faire sa marque? Elle est dans une position très intéressante parce que ce que Mme Fréchette veut, c'est de partir à l'élection au bon endroit. Ne pas être trop en arrière de ses adversaires et ne pas trop subir les 8 ans de Coalition Avenir Québec et l'espèce d'usure du pouvoir dont on a souvent parlé. Oui. À partir du moment où elle part sur un pied d'égalité, l'élection fera son œuvre et ce qu'on sait, c'est que les Québécois ont tendance à voter sur les émotions du moment. Oui. Est-ce qu'elle sera capable d'attirer justement les émotions positives de la part des gens? C'est long, quelques mois en politique. La moitié des électeurs à ce moment-ci sont quand même toujours indécis, là. Ben, ce qui veut dire qu'il y a une chance pour tous les partis, que ce soit le Parti québécois qui est encore en tête, rappelons-le, notamment chez les francophones, ou même le Parti libéral qui a perdu des points. Tout le monde peut espérer gagner la prochaine élection. Ça la rend très imprévisible. Bien, le chef du Parti libéral, Charles Milliard, à son arrivée, a donné un second souffle, si on veut, au Parti libéral. Parti libéral qui n'est pas sorti de ses peines en raison de l'enquête de l'UPAC notamment. Qu'est-ce qui va se passer avec le Parti libéral, selon toi? Le grand défi de Charles Milliard, c'est de se définir lui-même. Lorsqu'il est arrivé, il a monté un peu parce qu'il venait d'arriver justement une espèce de nouveauté. Mais depuis qu'il intervient, il arrive moins à se démarquer. Il aura l'occasion dans les prochains mois, et ce sera sa priorité absolue, se définir lui-même avant que ses adversaires le fassent. J'ai hâte à cette campagne électorale. Merci beaucoup, Victor. Bonne soirée. Une chanson d'Offenbach qui date de 1979 déterrée. Au retour, Alex nous propose un petit voyage dans le temps. À tout de suite. Bonsoir, Alex. Allô, Marie-Christine. Alors, tout un beau mélange, le groupe Bleu Jeans Bleu qui collabore avec l'Orchestre symphonique de Montréal pour offrir une nouvelle chanson aux élèves du primaire et du secondaire. Oui, exactement. Alors, l'école n'est pas encore finie, mais on parle déjà de la rentrée en septembre prochain. Donc, cette chanson, il faut que tu dises « wow » avec donc Bleu Jeans Bleu. Ce sera pour toutes les écoles, en collaboration aussi avec les Journées de la culture. Donc, le 25 septembre prochain, ce sera la journée officielle pour la chanson et les écoles primaires et secondaires peuvent s'inscrire parce qu'il y aura un événement le 25 septembre à travers la province. Ça promet d'être bien le fun et on peut déjà s'inscrire. Vous pouvez en fait déjà aller inscrire vos écoles sur le journéedelaculture.qc.ca. Je pense que ça va être... Oui, journée de chansons festives, positives, c'est bien le fun. Ils sont populaires chez les jeunes aussi, il faut le dire. Hey, belle nouvelle maintenant pour le rock québécois. Vous allez entendre une chanson d'Offenbach qui donc révèle une chanson inédite écrite il y a plus de 45 ans. Alors
effectivement, chanson de 1979 qui s'appelle Heart of Rain, qui devait paraître sur l'album Rock Bottom et qui finalement avait été mise de côté parce que souvent ça arrive, hein? On enregistre plusieurs chansons pour un album et certaines ne paraissent pas sur l'album. Si on la retrouve aujourd'hui, en fait, c'est que le guitariste de Offenbach qui est décédé... En fait, lui, il est décédé en 2022, John McGill, mais on a fouillé dans une unité d'entreposage où il y avait des bandes maîtresses, dont celle-là. C'est Breen LeBeuf qui la chante, cette version-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, elle est disponible en 2 versions sur les plateformes numériques. Et sachez que, oui, on a fait un mixage, mais c'est la version originale de la chanson. Et Breen LeBeuf a dit « Hey, coudonc, ça sonnait mieux que dans mon souvenir. » Alors, très heureux qu'il l'ait retrouvé. Tant mieux. Maintenant, au cinéma, l'histoire de la vie de Guy Lafleur qui va faire l'objet peut-être de 2 films. En fait, oui. En fait, on savait déjà que ce projet-là aurait lieu. C'est Luc Picard qui va écrire le scénario. Et on apprend aujourd'hui dans le Journal de Montréal que ce sera divisé en 2 films parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la vie et la carrière du hockeyeur. Partie 1, partie 2? Exactement. Donc, la première partie, la jeunesse et les années 70 avec le Canadien, les années glorieuses de Guy Lafleur. Et ensuite, dans une deuxième partie, ce sera sa vie personnelle après avoir quitté le Canadien et aussi son retour à New York et dans les Nordiques de Québec. Le défi, ça va être de trouver le comédien qui va jouer Guy Lafleur. Ça, c'est pas arrivé encore. Clairement. Bien, merci beaucoup, cher À Alex. demain. À demain. Restez là, bien sûr. Au retour, on va parler avec nos collègues des sports. Toujours intéressant. Ben oui. Yannick, Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, déjà le retour au boulot pour les joueurs du Canadien qui sont entraînés ce matin avant de quitter vers la Caroline. Oui, et c'était Trevor Letowski qui dirigeait l'entraînement pour le Canadien. Martin Saint-Louis qui a quitté momentanément le Canadien pour des raisons personnelles, mais Martin Saint-Louis sera à son poste demain pour diriger le premier match de la finale de l'Est. Va même rejoindre la Caroline ce soir. Rappelons qu'en saison régulière, le Canadien a le numéro des Hurricanes à Caroline, des victoires de 7-5, de 5-2 et de 3-1. Mais les Hurricanes sont reposés. Ils ont balayé les Sénateurs d'Ottawa en première ronde. Ils ont balayé les Flyers de Philadelphie en deuxième ronde. Alors, ça va être un bon test pour les joueurs du Canadien. Et il y a eu un point de presse il y a quelques minutes du directeur général, Kent Hughes, qui va nous parler dans l'extrait qu'on te présente, Marie-Christine, de la culture qui est instaurée chez le Canadien et qui donne du succès à la formation. Côté culture, de faire des changements puis de enlever la chance d'un de ces joueurs de vivre les bons moments aussi, ça peut aussi avoir un effet dans ta chambre. Puis une chose que depuis qu'on est ici, on parle beaucoup de la culture de l'équipe. Alors si on fait des changements, on voulait vraiment croire que c'est pas juste pour un an, puis c'est pour la future. Alors, on a fait confiance aux joueurs qui sont en place. Je te parle de la victoire qui peut éliminer la charge d'Ottawa ce soir dans le 4e match de la finale de la Coupe Walter. Et le Canadien qui a éliminé les Sabres qui ont donné une prolongation de contrat à leur entraîneur, Lindy Ruff, 2 ans. Je vois Fred qui trépigne d'impatience à côté. On va parler de la F1, Fred, parce que demain, donc, vous allez être sur le terrain au circuit Gilles Villeneuve parce que les préparatifs se poursuivent là-bas. Moi, je vais coucher là-bas ce soir. Ah oui, vraiment. Écoute, Yannick est tellement excité. Oui, effectivement. Donc, on sera là demain, mais les préparatifs jusqu'à la dernière minute, on travaille d'arrache-pied là-bas parce qu'on se prépare à accueillir plus de 350 000 spectateurs. Ça, c'est pas sur le circuit Gilles Villeneuve. Ça, c'est pas sur le circuit Gilles Villeneuve. Alors, les images que l'on présente présentement, là... C'est notre journaliste Olivier Larue. Voilà, on devait présenter des images autres, mais en tout cas, imagine-toi donc qu'on va être là-bas sur place. On va les montrer, je pense. J'espère, parce que le site demain. va s'activer demain. Les mécanos seront là. Donc, on va toujours notre collègue Olivier Larue. Puis donc, y a-tu travaillé aujourd'hui? Là, donc, il y a les puits. Les F1 vont entrer en piste vendredi. Il y aura également cette année de la F2, les voitures également de la F1 Academy. Et il y a des pilotes qui sont arrivés, plusieurs d'ailleurs. Regarde les images, ça a circulé beaucoup sur les médias sociaux de Charles Leclerc, donc, qui se présente au Ritz-Carlton après avoir promené son petit chien avec son bodyguard à côté de lui. Donc, les gens là-bas l'attendaient. La plupart des pilotes, vraiment, sont pas mal tous au même hôtel. Bon, j'ai bien hâte de vous parler en direct de là-bas demain. Et maintenant, on va parler du Canada et de la France qui vont s'affronter à Québec dans le cadre de la Coupe Davis. 18 et 19 septembre prochain, ce sera le 2e tour des qualifications. Félix Auger-Aliassime a confirmé sa place du côté de Québec. Malheureusement pour Félix, il a perdu au 2e tour du tournoi d'Hambourg aujourd'hui. Merci beaucoup, les gars. Dormez bien. Bye. À demain. Oui. À demain. Salut.
Québec arrive en tête du classement des villes où il fait bon vivre. En tout cas, c'est ce qui ressort du palmarès pan-canadien adapté pour le Québec par Protégez-vous. Le succès de la capitale nationale reposerait sur l'accueil chaleureux de ses résidents, son cachet européen, ses événements culturels comme le Carnaval, le Festival d'été de Québec. Rosemère et Boucherville complètent le podium et parmi les critères de sélection, il y a le coût de la vie, la santé, le logement et la qualité de la vie. Et en témoignage, un ancien citoyen de Québec ce soir. Michel? Ah, ma région. Je pense qu'ils ont raison. Québec, c'est vraiment beau, une ville magnifique. C'est bien vivre, la qualité de vie il est superbe. Puis les gens sont bien dadons. Mais c'est froid en hiver. Bon. C'est vrai, oui, mais bon, on est au Québec. Ben oui, pas le choix. Michel, ce soir au débatteur, vous allez vous pencher sur une proposition de Québec solidaire de créer des épiceries qui seraient gérées par l'État. Épicerie publique, donc à but non lucratif. Le modèle, on parle de grossistes, donc l'État achèterait en grosse quantité pour revendre à moindre coût dans des entrepôts accessibles, surtout dans des régions un peu mal desservies. L'idée, c'est de concurrencer les grandes chaînes qui couvrent à peu près 80 du marché. On veut s'inspirer, entre autres, de New York qui le fait. Il y a d'autres villes également. On est en train de faire toute la recherche là-dessus. Alors, est-ce que c'est une solution concrète ou c'est risqué, une intervention risquée de l'État pour ou contre des épiceries publiques pour diminuer le coût de la facture à l'épicerie? C'est le débat qu'on vous présente à 22h30 ce soir. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye bye.